L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez retrouver des ressources sur notre site dites-je-suis-là.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Mathieu Persan est un illustrateur français né en 1978. Il est reconnu pour son travail d'affichiste et son regard engagé pour commenter l'actualité. Il a en outre réalisé plus de 200 couvertures de livres. Après un roman en 2023 et une monographie en 2024, Le Passage est son premier roman graphique. Peut-être nous dire, Mathieu, déjà, nous dire comment est né Le Passage, dans un premier temps. Ouais. Le Passage est né d'une réalité, à savoir la maladie de ma fille, qui a été touchée par une dépression très grave à l'âge de 15 ans. Et on s'est vite rendu compte, en fait, avec ma femme, que quand on voulait se référer à des histoires, des gens qui avaient vécu ça, cette histoire n'était pas racontée. Il y avait plein d'articles de journaux pour dire qu'on n'était pas seul, qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce cas-là, qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, on était au courant. En revanche, des histoires, pas des fictions, des gens qui racontaient ce qui leur était arrivé, que ce soit des enfants ou des parents, ça n'existait pas. Et je me suis dit qu'il y avait un manque à combler, parce que raconter des histoires, c'est vraiment ce dont on a besoin quand ça nous arrive, au-delà de tous les besoins qu'on peut avoir en termes médicaux, mais se sentir épaulé, savoir qu'il y a des gens qui sont passés par là, et de pouvoir incarner vraiment ce qui se passe. Ok. Et comment ça a débuté ? Comment vous avez pu découvrir comme ça le mal-être de votre fille ? Ça a été assez insidieux parce que les adolescents sont très bons pour cacher leur souffrance. Et aussi parce que la société fait qu'on a tendance à assimiler certains comportements à des stéréotypes d'adolescence. C'est-à-dire, tiens, il a du mal à se lever, il n'a plus beaucoup d'énergie, il a du mal à faire ses devoirs. Nous, tout s'est passé en l'espace d'un été où, juste après les résultats du brevet, qu'elle avait très bien réussi, d'un seul coup, elle a commencé à pas vouloir sortir, à avoir peur de la lumière, de la chaleur, du regard des autres. Elle a vraiment passé quasiment son été dans le noir, quoi. Enfin, c'était très, très préoccupant. Moi, au début, je me suis dit que voilà, c'était peut-être une phase, que la rentrée arrivant, avec un nouvel environnement, le lycée, ça allait un peu changer les choses et qu'elle allait se remettre en selle. Puis en fait, pas du tout. Ça a été une descente aux enfers petit à petit, qui a été encore plus difficile dans le sens où elle se sentait parfaitement illégitime dans sa souffrance, parce que c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui, et aussi bien des gens qui ont 1000 raisons de souffrir, mais c'est pas forcément ce qui va déclencher une maladie, que des gens qui ont tout pour être heureux. Par exemple, quand on est une jeune fille de 15 ans qui a des parents qui sont ensemble, qui travaillent, une petite sœur, un toit sur la tête, de quoi manger tous les jours. Intrinsèquement, il n'y a pas de raison à un mal-être, à une détresse, et pourtant cette détresse, elle la ressentait. Ouais, c'était son quotidien, du coup. Exactement, ouais. Et du coup, cette illégitimité, c'était un peu une souffrance supplémentaire, parce que ça voulait dire, j'ai pas le droit de souffrir. Et pourtant, cette souffrance la bouffait de l'intérieur. Ok. Je repense à la 4e de couverture. Vous évoquez c'est évoqué très directement la tentative de suicide que fait votre fille. Vous avez eu avant cette tentative des prémices à l'épisode dépressif ? Pas vraiment, on a vu que ça allait mal, on avait pris toutes les mesures un peu qui s'imposaient quand on découvre que son enfant va pas bien, c'est-à-dire qu'on va voir une psychologue qui nous dit qu'il faudrait aller voir un psychiatre, qui nous dit qu'il faudrait peut-être penser à voir ce qu'on pourrait faire avec des médicaments, en tout cas avec un suivi vraiment psychologique assez régulier. Ouais. Le problème, c'est que c'était pas suffisant aussi parce qu'elle avait tendance à vouloir le cacher parce qu'il y avait une honte de sa maladie. Et puis aussi, quand on est dans une crise suicidaire, il y a aussi une volonté d'arriver au bout et donc de cacher ses intentions. Ok. Du coup, au travers du livre, vous évoquez les difficultés d'accès aux soins, le manque de réponses qui peuvent être parfois un peu inadaptées. Est-ce que quand il y a eu la prise en charge de la crise suicidaire, sujet qui nous importe particulièrement sur Dites-je-suis-là, mais bien sûr on évoque aussi la souffrance de manière générale, est-ce que quand il y a eu cette prise en charge de la crise suicidaire, vous avez été correctement, il y a eu une prise en charge correcte à la fois de votre fille et des parents ? C'est ça qui est difficile en fait, c'est qu'aujourd'hui pour un ado qui fait une crise suicidaire, il n'y a pas d'accueil d'urgence, c'est-à-dire que vous allez, s'il y a eu passage à l'acte, en tout cas vous allez aller à l'hôpital, aux urgences.
Dans le meilleur des cas, vous allez être pris en charge pendant quelques jours en pédiatrie, mais la pédiatrie, c'est pas adapté pour ce genre de traitement. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir le psychiatre de garde qui sera pas là, qui va peut-être mettre 24 heures à arriver. En fait, c'est pas un environnement serein pour eux. Donc aujourd'hui, un accueil d'urgence pour ces cas-là, ça n'existe pas. Et c'est un véritable manque parce qu'on ne sait pas quoi faire et souvent les parents sont parfaitement démunis. Ils voient bien que l'hôpital n'est pas en mesure de répondre à l'urgence et que rester à la maison, c'est pas non plus la bonne solution parce que surveiller un enfant H24 qui va mal et qui a qu'une seule idée vraiment quand il est dans cette crise, c'est d'en finir, on ne peut pas le surveiller tout le temps. On n'est pas, c'est pas physiquement et moralement possible. Et du coup, c'est vrai que ce cadre d'urgence, non seulement quand il y a passage à l'acte, il n'existe pas, mais quand il y a eu volonté de passage à l'acte sans qu'il y ait un passage à l'acte, donc qui ne nécessite pas un passage aux urgences, parce que vous n'allez pas arriver aux urgences en disant ma fille a des idées noires, parce qu'en fait on ne vous prendra pas, c'est aussi simple que ça. C'est un truc, une situation dans laquelle on se retrouve très seul parce qu'il n'y a pas de solution, que vous avez beau appeler le psychiatre, raconter ce qui s'est passé, il va dire oui, ça pourrait peut-être nécessiter une hospitalisation, mais ça va prendre des mois. Et donc il y a eu cette phase de prise en charge à l'hôpital, malgré tout? En fait, l'urgence était telle, et puis comme on ne trouvait pas de solution, qu'on s'est tourné vers le privé parce que les délais dans le public étaient extrêmement longs. J'ai coutume de dire que, vous savez, quand vous attendez un enfant, il faut réserver la maternité quasiment le jour de la conception. En fait, quand on a un enfant, je pense que dès qu'il a 11 ans, il faut réserver le CMP, vous savez, le centre médico-psychologique, parce qu'en fait, à partir du moment où on n'est pas rentré dès le début dans le circuit public de la prise en charge de la psychiatrie des ados, en fait, on prend des mois dans la vue. Ce qui fait que nous, comme on n'était pas du tout enregistrés là-dedans, parce que notre fille était vraiment soignée en libéral par une psychologue et un psychiatre en ville, on n'était pas connus des services publics. Ce qui fait que quand on est arrivé en disant regardez, notre fille va mal, on nous a dit oui, ça va être plusieurs mois d'attente. Donc il y avait une urgence à trouver une solution d'hospitalisation. Et on s'est tourné vers une clinique privée parce que c'est ce que je raconte dans le livre, c'est un peu le côté parcours psy, c'est-à-dire que il faut faire jouer ses relations, il faut justifier de pourquoi notre fille serait un bon candidat pour être soignée. Une lettre de motivation. C'est quasiment ça, ouais, c'est quasiment ça. Et finalement, elle a été hospitalisée dans une clinique privée et ça s'est extrêmement mal passé. Voilà, je le raconte ou pas du coup? Ouais, c'était une expérience. Ouais. Donc c'était une expérience assez dramatique puisque en fait très rapidement on s'est rendu compte que le premier réflexe de soi-disant soins pour ces enfants, c'était une médication extrêmement puissante. C'est-à-dire que nous, on ne reconnaissait plus notre enfant, elle était complètement endormie, elle était anesthésiée. Et que, en fait, cette anesthésie, ça ne lui enlevait pas sa douleur. Elle était vivace, elle était enfermée, mais elle était sous pression finalement. Ce qui fait que rien n'était fait pour l'apaiser, même dans les discours des médecins. Puisque moi, j'ai l'impression d'assister à un mauvais film d'auteur où elle nous dit que le premier rendez-vous qu'elle a avec une psychiatre, la première question qu'elle lui pose, c'est mais qui vous donnait votre douche quand vous étiez petite? Voilà, donc vous avez une gamine qui a envie de mourir, qui va mal, et on part dans des espèces de considérations de psychanalyse quasiment, alors qu'il y a une détresse, et ce qu'il faut lui faire dire, c'est son mal-être, c'est pourquoi elle est comme ça, ce qu'elle ressent. Et du coup, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une prise en charge effective, voire même une prise en charge sérieuse. Tout était traité un peu, pas par-dessus la jambe, mais en tout cas, on ne savait pas où ils allaient, clairement. Et jusqu'au jour où notre fille a fait une tentative de suicide dans le cadre de la clinique, parce qu'elle n'avait pas été correctement surveillée d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça a été le plus choquant, c'est qu'en fait, on nous a mis dehors. C'est-à-dire qu'on avait notre enfant qui était malade, qui a été shooté au dernier degré, ce qu'ils appellent une camisole chimique, pour pas qu'elle recommence. On nous l'a rendu et on nous a dit, nous, on ne sait plus quoi faire. Sous-entendu, on est privé, donc on n'a pas d'obligation. Et donc, on nous a rendu notre fille surmédicamentée avec une ordonnance qui était dangereuse, parce que, on ne manipule pas des produits psychotropes à la légère, et nous, on n'est pas médecin. Voilà. On n'a pas appelé une ambulance pour nous dire de partir. On nous a rendu les affaires de notre fille dans des sacs poubelles. Et on nous a dit, vous allez aux urgences de tel hôpital et ils vous attendent. Sauf qu'ils ne nous attendaient pas, évidemment, et qu'en fait, ils se sont débarrassés de nous. Et alors, j'ai envie de dire un mal pour un bien, parce que c'est arrivé à cet hôpital qu'on a vraiment
eu le sentiment d'être pris en charge correctement. C'est-à-dire que très rapidement, la chef de pédopsychiatrie est descendue et là, on a rencontré quelqu'un qui connaissait son métier, qui connaissait ce genre de pathologie, même si elles sont toutes très différentes en fonction des gens, parce qu'on manipule, enfin c'est quand même des maladies du cerveau, donc c'est pas comme une jambe cassée, il n'y a pas deux fois la même recette. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait une grande expérience, qui nous a écoutés, qui a vu qu'on ne savait plus quoi faire, et qui à la fois s'est occupé de notre enfant, et puis s'est occupé de nous rassurer, parce qu'on était totalement perdus. Et au bout de combien de temps, comme ça, la situation s'est aggravée dans la clinique ? Ça a été très vite, environ 2 semaines. En 2 semaines ? Ouais. D'accord. Et ouais, il n'y a eu aucun élément de réassurance, aucune prise en charge de la famille de manière adaptée Non, pas du tout. Les seules choses qu'on nous disait, c'était des contraintes en fait. C'est-à-dire, votre fille, vous ne pouvez pas l'appeler, vous ne pouvez pas venir la voir, des trucs, voilà. Quoi. Elle arrive, elle est quand même quasiment en pleine crise suicidaire et on nous dit, mais non, pendant 3 jours, elle va être isolée. Et je pense que c'est la dernière des choses à faire. Je pense que la pauvre, elle était seule avec sa détresse, elle n'était pas aidée. Et en plus de ça, parfois avec du personnel malveillant. C'est-à-dire qu'il y a quand même la cadre infirmière de nuit qui un jour a dit à tous les enfants, vous vous rendez compte, vous avez 15 ans, vous êtes déjà en HP. C'est ce genre de choses quand même. Enfin, on croirait que... On verrait ça dans un film, on n'y croirait pas, mais c'est des choses qui se produisent. Et ça, c'était extrêmement choquant, en plus parce que ce sont des patients qui sont très très vulnérables. Et c'est vrai que les fois où on allait lui rendre visite, on avait l'impression d'être dans les années 50, quoi. C'est-à-dire que vous aviez 10-12 gamins qui se bavaient dessus parce qu'ils étaient surmédicamentés, qui pour certains étaient plus capables d'articuler ou d'avoir une pensée cohérente. Et vous avez remarqué ça alors même que vous étiez dans la situation de prise en charge de votre fille, ou vous avez pu faire la critique de la prise en charge après ? En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est dans une situation de demande de soins. Ouais. Donc, on ne sait pas. On n'est pas psychiatre. Ouais. Moi, je suis illustrateur, ma femme est prof. On arrive et donc on découvre. Et la seule chose qu'on puisse faire correctement, c'est de faire confiance. Ces gens-là sont censés avoir une connaissance de leur métier, de savoir comment s'y prendre pour soigner ce genre de pathologie. Donc on fait confiance. S'ils disent que c'est ça qu'il faut faire, eh ben on le fait. C'est toujours pareil. Si on prend un parallèle et qu'on dit, je sais pas, on vous annonce que vous avez un cancer, on vous dit qu'il faut faire une opération chirurgicale et ça va être dur et ça va être difficile, mais il faut le faire, vous faites confiance à la question. Voilà. Là, si on vous dit il faut en passer par là, vous le faites. Seulement, quand on émet des doutes, parce qu'effectivement, on ne voit pas vraiment... On n'a pas de protocole thérapeutique, c'est-à-dire que si on ne reprend pas le même parallèle, on vous dit, voilà, vous avez telle pathologie, mais on va faire cette opération dans tel but, pour obtenir ça, pour derrière pouvoir faire autre chose. Là, on avait l'impression qu'on arrivait, on médicamentait à fond les enfants, et puis derrière, on laissait vivre le truc, mais il n'y avait pas vraiment de prise en charge. On peut expliquer la surmédication au début de crise suicidaire, en pleine crise suicidaire, pour justement mettre en sécurité les jeunes. Mais c'est vrai que derrière, on a quand même un objectif de sortir de la sédation pour aller mieux. Mais pour ça, encore faut-il l'expliquer. Exactement. Encore faut-il qu'il y ait une compréhension aussi des parents et du jeune pour cheminer vers ça. Et puis, il faut que la prise en charge, si ça échoue, on soit accompagné même dans la sortie. C'est-à-dire que moi, le gros reproche, c'est pas tant que ça n'ait pas marché, c'est qu'on nous ait mis en danger dans le sens où on nous a dit, on ne sait plus quoi faire, débrouillez-vous. Et là, il y a une mise en danger parce qu'à partir du moment où vous êtes sur le parking de la clinique, avec une ordonnance qui en elle-même est dangereuse, avec un compte-rendu qui, entre nous soit dit, était rédigé de manière complètement affligeante, qui était même quasiment incompréhensible par les gens des urgences qui ont récupéré notre enfant, on est mis en danger. Enfin, notre fille est en danger et nous, on n'est pas en capacité de l'aider parce qu'en fait, on ne nous donne pas les éléments. Et finalement, ça, c'est grave. Et finalement, c'est le service public qui vous a répondu positivement et qui a pu être aidant. Aussi parce qu'on est tombé sur des gens formidables et puis qui n'ont pas hésité aussi à enfreindre les règles d'une certaine manière, parce que nous, on ne savait pas, par exemple, que la prise en charge en psychiatrie était sectorisée. Et on était dans un hôpital qui n'était pas de notre secteur. Ils ont dit, vu dans quel état vous êtes, on va vous prendre. Oui, évidemment. Et puis, une deuxième chose, c'est que on nous a ouvert une salle aux urgences
en nous disant vous allez rester là le temps qu'il faut, mais le temps que votre fille revienne à la surface, qu'on surveille tout, qu'on fasse tous les examens, vous restez avec elle tout le temps, on vous met un matelas par terre. C'était vraiment une prise en charge, j'ai envie de dire de luxe, mais c'était un traitement d'exception. Et ça, on en a bien pris conscience parce qu'il y avait un réel danger. Mais à aucun moment, ils se sont défaussés de leur responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont vu le danger et ils ont mis les choses en place. Quand bien même, ce n'était pas de l'ordre du protocole. Parce qu'aux urgences, on ne reste pas 3 jours aux urgences, on n'est pas pris en charge comme ça, mais vraiment, ils ont été chercher la clé, ils ont ouvert la salle et on est resté là pendant 4 jours jusqu'à ce qu'il y ait une place qui se libère en pédiatrie, et plus tard dans un service dédié à la psychiatrie ado. Donc une prise en charge personne dépendante, c'est ça qu'on peut en tirer. C'est vraiment... Vous auriez pu tomber sur des personnes compétentes dans le privé, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et les jours qui ont suivi dans ce service de psychiatrie, vous avez pu réussir à atterrir un petit peu et comprendre un petit peu le cheminement? Surtout, on a pu parler véritablement de ce qui s'était passé, de la tentative, de la façon dont elle avait été prise en charge dans cette clinique. Et curieusement, oui, on a pu beaucoup parler avec ma fille, parce que étant dans une situation de crise, moi je lui ai dit, mais moi je peux tout entendre. En fait, et qu'il faut que tu parles. Si à un moment tu as des pulsions, tu as ces choses-là, il faut que je les entende, que je les comprenne, pour qu'on puisse avertir et faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. C'est vrai qu'on a eu des grandes conversations qui sont un peu à la base aussi de ce livre, parce que sans cette parole-là, j'en avais conscience, qui était une parole précieuse parce qu'elle est rare, parce que je pense que quand on est dans cet état-là, beaucoup de patients vont avoir tendance à se renfermer, à ne pas vouloir dire. Et qu'à un moment, si on n'est pas capable d'ouvrir la porte à une parole, de dire mais en fait moi je peux tout encaisser, je peux tout entendre, mais par contre j'ai besoin que tu dises les choses, si on n'a pas ce moment-là et cette parole-là, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, c'est une chance pour elle et pour vous. J'avais une question sur le fait, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être seul face à tout ça, mais j'imagine que la question se pose à peine. Oui, évidemment, on se sent seul face à tout ça parce que non seulement on ne sait pas quoi faire, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est aussi pour les autres, à qui ça va arriver, à qui c'est en train d'arriver, pour qu'ils se sentent moins seuls, c'est qu'on est complètement démunis parce qu'on est impuissant. Et cette solitude face à ce qu'on voudrait faire mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, elle est très difficile à gérer parce que c'est la première fois que ça nous arrive dans notre vie de parents. Parce que quand ils étaient petits, on savait, il y a une égratignure, on sait comment désinfecter, on sait mettre un pansement, il y a un truc qu'on ne sait pas gérer, mais c'est une bronchite, ou voilà, on sait qu'il faut aller voir le pédiatre. Globalement, on sait vers qui se tourner. Là, on était vraiment dans une situation où on ne savait pas quoi faire, et on sentait bien aussi, mais ça c'est inhérent au fait qu'on est sur de la psychologie et de la psychiatrie, c'est qu'on n'est pas sur une science exacte, et que parfois, on voyait bien que les médecins ne savaient pas où ils allaient. Et c'est pas leur jeter la pierre que de dire ça, c'est parce que chaque patient est unique dans ce genre de pathologie et que ne serait-ce d'être capable de mettre des mots sur ce qui lui arrivait, c'était difficile. Peut-être, j'aurais voulu vous poser la question, à quel moment vous avez eu cette envie de transformer l'expérience que vous avez vécue en livre? C'est arrivé un peu au milieu. Quand elle commençait à aller un peu mieux, elle était prise en charge à l'hôpital. Et j'ai eu l'idée de ce livre justement parce que je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'utile, qui puisse parler aux gens et les aider. Et je voulais l'impliquer parce que je me suis dit si on arrive à s'impliquer dans un projet tous les deux, ça peut être un espèce de ressort de vie, de dire voilà, cette expérience, on est capable d'en parler, donc on peut un peu se projeter vers l'avenir. Et c'était le but, il était là au début. Ça n'a pas pu se faire comme je voulais, j'aurais voulu qu'elle écrive elle-même par exemple, qu'elle s'empare du sujet. Je pense qu'elle n'était pas forcément prête, puis je pense que jusqu'au dernier moment elle n'a pas cru que le livre j'arriverais à le faire. Mais en tout cas, j'avais l'impression d'être dépositaire d'une parole qui était rare et qu'il fallait en faire quelque chose parce que ça pouvait parler à la fois aux enfants qui vont pas bien, d'essayer de décrire ce qu'ils vivent, et ça avec beaucoup d'humilité, parce que si j'ai appris quelque chose pendant toute cette épreuve, c'est que je ne peux que imaginer cette souffrance-là, parce que tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne peut pas imaginer. Je pense souvent à la métaphore, si vous prenez le coin de table de la table basse sur le petit orteil, tout le monde sait ce que ça fait mal. Quand on voit quelqu'un qui a une dépression, on ne peut pas imaginer sa douleur, tant qu'on ne l'a pas vécu. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire de dépression,
Mais c'est une chance, mais par contre j'ai vu les ravages que ça pouvait faire, et les ravages que je n'imaginais pas, parce qu'on ne le sait pas, parce que dans la culture populaire, la dépression, ça va être une grande tristesse. Non, la dépression, c'est quelque chose qui vous enlève absolument tout de la vie. La possibilité de vous lever, de vous laver, de manger, de lire un livre, de regarder un film, ça vous, comme je dis dans le livre, ça vous enlève tout de la vie sauf la vie. Et c'est ça qui est extrêmement cruel. Et ça, j'en avais pas conscience. Et donc, quand il a fallu raconter ça, je me suis dit que utiliser l'illustration et le texte de façon parfois un peu poétique, c'était une manière très humble d'essayer de s'approcher de cet état, sachant que j'essayais de traduire ce que m'avait dit ma fille, sans l'avoir vraiment vécu. Vous diriez que ça vous a aidé de commencer à écrire au milieu du parcours de votre fille? Ouais, ah oui, ça c'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation d'impuissance, pouvoir faire quelque chose, quand bien même ça ne l'aide pas directement, se dire si ça peut pas l'aider elle, peut-être que ça pourra aider d'autres gens plus tard, si j'arrive à aller au bout de ce livre et que c'était vraiment l'idée de faire quelque chose qui serve à quelque chose, et si j'arrive au bout, ça aura pas été pour rien. Et du coup, ce passage à l'action, oui, il aide, ouais, c'est sûr. Vous évoquiez des signes qui peuvent faire penser à des troubles du comportement chez l'adolescent plutôt habituels. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux autres proches d'adolescents, que ce soit leurs parents ou leurs proches, pour réellement identifier le fait qu'on est face à quelqu'un qui traverse un épisode dépressif plus qu'une problématique habituelle? Déjà des comportements vraiment inhabituels. Par exemple, nous, notre fille, c'était une très bonne élève et puis elle ne pouvait plus faire ses devoirs. Elle avait beaucoup d'énergie, elle avait du mal à se lever, une grande fatigue, une estime d'elle-même vraiment en baisse, arrêter de faire des choses qu'ils aimaient faire. Ma fille aimait beaucoup dessiner, par exemple, elle a complètement arrêté du jour au lendemain. Tout ce qui va être de l'ordre du changement de comportement va être important. Et puis surtout, le plus important, et que moi j'ignorais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à poser la question. Et poser la question sans tabou. Parce que c'est pas est-ce que tu vas bien? Non, il faut être très clair si on a le moindre doute, c'est est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que parfois la vie c'est difficile? Est-ce que c'est difficile au point de ne plus vouloir vivre? Parce que, et ça c'est ça aussi quelque chose que j'ai appris en parlant avec beaucoup de psychiatres, c'est que jamais parler de suicide ne va provoquer une crise suicidaire et qu'il faut en parler de manière extrêmement claire et très finalement désincarnée en disant d'accord, tu as des idées noires, mais est-ce que tu as un scénario? Est-ce que tu as une date? Est-ce que tu as un moyen? Parce que ça permet à la fois d'identifier la gravité, d'identifier le degré de gravité, mais aussi de rendre ça beaucoup plus concret vis-à-vis d'un jeune qui va mal et qui, dans sa tête, va quasiment fantasmer ce truc-là. Tandis que si on dit, mais non, en fait, c'est très clair, voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas le faire? Pourquoi? Et tout ça. En tout cas, on a une prise, parce que d'un seul coup, ça devient concret. Et surtout, cette conversation, elle ne va jamais empirer les choses. Et ça, c'est vrai que c'est important parce qu'au début, quand on est parent, c'est un tabou ultime. On ne veut même pas y penser parce que c'est trop douloureux. Et du coup, on se prive de poser ce genre de questions. Mais se poser ce genre de questions, pas juste comment ça va à l'école, comment ça va avec les copains, mais comment ça va en vrai dans ta vie. C'est important. Tout à fait. Donc les changements brusques de comportement et le questionnement en effet concret des Puis pour les filles aussi, en particulier, parce que c'est vraiment prépondérant, des changements d'alimentation aussi, des changements de poids, d'apparence physique, parce que c'est quand même pas rare malheureusement que la dépression se double de troubles du comportement alimentaire qui viennent encore aggraver la situation. Tout à fait. Votre fille a eu de la chance d'avoir des parents aussi aidants. Il y a eu d'autres personnes qui ont pu l'aider au cours de son parcours? C'est quand elle a été prise en charge vraiment dans le service spécialisé pour les ados à l'hôpital public que là vraiment elle a été très bien entourée et je pense que ça a été aussi un des secrets de ce genre d'endroit, c'est que vous n'avez pas que des psys qui s'occupent des enfants qui vont pas bien, vous avez énormément de gens, vous allez avoir des éducateurs spécialisés, des infirmières, des aides-soignantes, des assistantes sociales, des profs de sport, enfin en tout cas énormément de gens qui ont des métiers très variés qui sont là pour ajouter une brique de vie supplémentaire
à la vie de l'hospitalisation et pour faire renaître un peu tout ça. Donc ça les aide énormément. Après, il y a un truc qui les aide aussi, et ça, c'est un peu contre-intuitif quand on est parent et qu'on dit, regardez, on va la mettre avec 8 autres enfants qui vont pas bien, et que vous allez voir, il va aller mieux après. On se dit, bah, il serait peut-être mieux avec des enfants qui vont bien, non? Et en fait, non. Tout simplement parce que la connexion avec des enfants qui vont bien, elle n'est plus possible. C'est qu'ils se sont complètement déconnectés, ils souffrent d'une solitude immense parce qu'il y a une incompréhension complète de leur état dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre comment on peut aller bien à leur âge, et les gamins qui vont bien de leur âge ne peuvent pas imaginer la souffrance de ceux qui vont pas bien. Alors que quand ils se rencontrent avec des gens qui ont la même souffrance, en tout cas des problèmes similaires, mais ils se comprennent, ils se connectent et puis ils voient qu'il y en a d'autres. Qu'il y en a d'autres de tous les milieux, de tous les horizons, qu'il y a des garçons, des filles qui viennent de à droite, à gauche, et pourtant ils ont ce point commun. Et d'un seul coup, ça enlève le poids de la solitude et aussi le poids de la culpabilité, parce que si tous ces gens si différents souffrent de la même chose, bah, d'un seul coup c'est plus de leur faute. Il y a quelque chose de plus grand, et que d'un seul coup peut-être que ça redevient une maladie qui vous tombe dessus, et pas quelque chose dont vous êtes le responsable. Je disais, votre fille a quand même eu une grande chance de vous avoir comme parent à travers votre rôle d'aidant. On apprend à devenir aidant malgré soi dans ce type de situation? Bah, quand on est parent, on fait son rôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Après, je sais pas si on apprend parce qu'en fait, ce qui est très difficile dans ce genre de prise en charge, c'est que on ne peut pas être moteur et surtout on ne peut pas être dans la compréhension. Parce que, comme je disais tout à l'heure, leur douleur on ne la comprend pas et on ne peut même pas l'imaginer. Et à part faire acte de présence, dire mais en fait quoi qu'il arrive je serai là et je ne vais pas partir et je serai là, notre rôle il se résume à ça. Et en fait il est fondamental mais il est très réducteur parce qu'on voudrait faire tellement plus. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il faut faire confiance aux autres et puis surtout il faut faire confiance, et c'est un truc qu'on ne dit pas assez au début, c'est que c'est long. C'est que c'est extrêmement long de se rétablir et qu'on ne parle pas de semaines ou de mois, c'est qu'on parle d'années. Mais ça, on ne le sait pas au départ qu'on s'engage dans une course de fond. Moi, j'étais très, innocent face à la maladie de ma fille. Quand elle a été hospitalisée la première fois, je me suis dit, c'est formidable, elle va sortir dans un mois, elle ira mieux, et puis elle va retourner au lycée, et puis voilà, elle va retrouver sa vie de lycéenne, et puis ça va être formidable. J'avais pas du tout pris conscience de ça. Et ça, je pense qu'il faut le dire, parce que ça permet aussi de pas dramatiser le fait que ça aille pas mieux tout de suite. Et puis de voir aussi le temps comme étant un allié, parce que quand ça touche des jeunes qui sont très jeunes, à 15 ans on est très jeunes, et ben à l'adolescence le cerveau change vite, la vie change vite, ils grandissent, et que en général il y a une maturité qui se fait, et que le temps il a tendance à jouer en faveur du rétablissement. Et ça, je sais pas si... Enfin, ça, on nous le dit pas dès le départ, et savoir qu'on s'oriente vers un temps long, et qu'il faut juger des progrès sur plusieurs mois plutôt que sur 2 semaines, ça permet de relativiser les choses. Tout à fait. Si on va certainement être écouté par d'autres parents qui traversent des épisodes complexes avec leurs enfants. S'ils se sentent dépassés face à la souffrance de leurs jeunes enfants, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'ils ne sont pas les seuls, parce que je pense que aucun parent n'est prêt à accompagner un gamin qui n'a plus envie de vivre, parce que dans l'idée, c'est pas tolérable. En fait, aujourd'hui, on vit à une époque où on choisit d'avoir des enfants. Donc si on choisit d'avoir des enfants, c'est pour être là pour eux, c'est pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils puissent s'épanouir, avoir une vie heureuse, vivre en liberté. Et là, quand ça leur tombe dessus et qu'on se sent complètement impuissant, on a l'impression d'être défaillant. Clairement, on s'en veut, on culpabilise. Et donc il y a une grande solitude, mais on n'est pas seul. On est très nombreux à vivre ça, et en fait, ça faut beaucoup de temps et de recul, mais c'est pas de notre faute. Voilà, c'est pas de notre faute. Après, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut se faire aider aussi en tant que parent, parce que personne n'est armé pour supporter ça tout seul, et
et que aller voir un psy chacun de son côté, parce que c'est ça aussi, c'est que ce genre de maladie, quand elle arrive dans une famille, elle va tout impacter, toutes les entités familiales, c'est-à-dire la fratrie, le couple, la famille dans son ensemble, les relations qu'on a avec chacun des enfants, tout est chamboulé. Et puis, comme dans n'importe quel drame, chacun a sa vision des choses, et chacun va avoir ses cordes sensibles, ses difficultés. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut tous être suivis sans tabou, de manière individuelle, pour avoir cet espace de parole qui est hyper important. Tout à fait. C'est aussi important d'avoir du soutien pour soi en tant qu'aidant. Mais c'est comme dans un Boeing, hein, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est de se protéger soi pour pouvoir aider les plus fragiles, mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si on n'est pas en état d'aider, on ne pourra pas aider. Voilà. Il y a quelques mois, quelques années qui se sont écoulées depuis le récit que vous faites dans le livre. Comment vous voyez aujourd'hui la santé mentale des jeunes ? Disons qu'après avoir traversé ça et puis m'être quand même bien intéressé au sujet, lu pas mal de choses, je me dis que c'est un problème de société majeur qui n'est pas adressé. C'est-à-dire que les études s'entassent et s'empilent sur, j'imagine, les bureaux des dirigeants, parce qu'elles n'arrivent pas nulle part, ces études. En tout cas, on les voit dans les journaux, donc j'imagine qu'ils sont au courant. Et qu'à un moment, on se retrouve donc... le constat, c'est qu'on vit en France dans un pays qui, quoi qu'on en dise, est un pays riche, développé, dans lequel on ne soigne pas nos enfants qui vont mal. Et ça, c'est assez traumatisant, parce que nos enfants, c'est l'avenir. Et que quand les statistiques empirent de mois en mois, qu'aujourd'hui on en est à 25% d'une classe d'âge qui ne va pas bien, qu'est-ce que ça dit de notre propre humanité si on n'est pas capable de faire quelque chose ? Comme vous le disiez, aucun lieu en accueil d'urgence, aucun lieu en hospitalisation en première intention. Des choses qui seraient malgré tout évidentes à mettre en place, quoi. Oui, et puis j'imagine de la formation des personnels, parce que aujourd'hui, qui est pas... ça, je pense qu'ils sont en train d'y travailler. J'avais discuté avec une psychiatre de l'hôpital Necker qui m'avait dit qu'il travaillait à ça, de protocole d'accueil pour ce genre de cas de figure en urgence, pour qu'au moins les personnels aient des formations sur comment on accueille un enfant qui est en crise suicidaire. En pédiatrie, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour l'instant, mais comment on l'accueille, qu'est-ce qu'on fait, quel est le parcours qui doit lui être proposé, parce qu'aujourd'hui il est inexistant. Est-ce qu'il y a un moment du parcours de votre fille ou du vôtre qu'on n'a pas évoqué, que vous aimeriez évoquer ? Je sais pas, peut-être le fait que c'est pas comme des maladies où d'un seul coup on va se rétablir très vite. C'est que l'entrée dans la dépression, elle va être très vaporeuse, mais la sortie aussi, finalement, parce que ça va être par petites victoires, par petites étapes. Ça va être, aujourd'hui j'ai envie de faire un gâteau. Tiens, j'ai envie de voir quelqu'un. Tiens, j'ai réussi à lire 2 pages d'un livre. J'ai regardé un épisode de série. Et c'est de petites victoires en petites victoires. Et que là aussi, la sortie, elle prend du temps et le mieux n'arrive pas d'un coup. C'est-à-dire que ça ne va pas être du jour au lendemain où d'un seul coup, l'espèce d'élan vital va revenir. Mais il va revenir petit à petit et voilà, il faut mesurer les progrès sur un temps long. Et puis ça revient. Je pense qu'il faut pas... Ce qui est difficile, c'est pas perdre espoir et se dire qu'il y a une fin et que c'est long. Est-ce qu'il y a des retours de lecteurs qui vous ont particulièrement touché ? Oui. J'en ai reçu beaucoup, déjà, des retours. Et j'ai reçu pas mal de retours de jeunes filles qui me disaient, et ça c'était très touchant, donc le premier jour de la sortie, je reçois un message sur Instagram d'une jeune de 18 ans qui me dit « Je suis tombé sur votre livre par hasard à la librairie et c'est la première fois qu'on parle de moi. C'est la première fois que je me sens vue et représentée dans ce que j'ai vécu. » C'était une jeune fille qui en était sortie et ça c'est bouleversant parce que quand on a dans l'idée de faire un livre qui serve à quelque chose, c'est exactement ça qu'on recherche. Mais faire un livre, c'est proposer. On ne sait pas du tout comment ça va être reçu, on ne sait pas du tout si on a visé juste, si on est complètement à côté de la plaque, c'est difficile. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à recevoir ce genre de témoignages, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, ça y est, le livre, on ne l'a pas fait du bien. Et c'est aussi ce moment-là où ma fille a commencé à le voir de façon très concrète. Quand j'ai commencé à lui montrer les messages, je lui ai dit, mais tu vois que grâce à ce que tu m'as raconté, grâce à ce qu'on a fait, regarde ce qu'on est capable de produire. Et là, d'un seul coup, elle s'est dit, mais c'est bien, en fait, on a fait un truc bien, et ça aide énormément. Et
d'autres témoignages qui étaient intéressants, c'était des témoignages de parents aussi, qui se sentaient moins seuls, qui disaient voilà, nous on vit ça, on ne sait pas vers qui se tourner, mais voilà, on se rend compte qu'on est compris et écouté. Et puis après, assez curieusement, ça a été des témoignages de médecins qui m'ont dit mais en fait votre livre il est super parce qu'il raconte l'histoire que nous on ne connaît pas, parce qu'on voit les jeunes dans les cabinets, on voit les parents dans les cabinets, dans les hôpitaux, ou dans les cliniques, mais en tout cas, on ne voit pas ce que c'est que leur vie quotidienne, leur inquiétude, comment ça se passe à la maison. Et cette vision-là, elle est importante. Et j'ai même eu des psys qui me disaient, mais moi, je le recommande à certains patients. Donc ça, c'est très touchant parce que voilà, quand on arrive à se dire qu'un livre est recommandé pour faire quelque chose de bien, bah, c'est bouleversant. Bien, merci beaucoup. Un livre thérapeutique, donc, pour les parents, pour les jeunes. Un grand merci. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Happy Rencontre est une production de Dites Je suis là. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission? Parlez-en autour de vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur ditesjesuislà.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.